Oui, c'est ça. Est-ce que je mets chaise, non, c'est bon. Ça, je vais faire comme ça. Alors, du coup, je vais pas faire toutes les présentations. Donc, Briac Carnet, qui est doctorant, qui travaille sur Twin Peaks, sous la co-direction de George Guibert et de Sarah Hatchler, va justement nous parler des points de contact, des échos, des éléments ressemblants dans les voyages de retour, les Homeward Bound et Nostoi de Twin Peaks et The Leftovers. Et on a enfin la vidéo. Et voilà, il n'est plus là, mais vraiment, merci aux collègues techniciens qui a sué, vous ne l'avez pas vu, mais il a sué dans l'enregistrement. Il a redémarré 3 fois le serveur, et donc voilà, les merveilles de la domotique font qu'il faut quand même débrancher, rebrancher 3 fois pour que ça marche. Mais on a notre vidéo-projection, donc c'est bon. Ouf, on peut continuer. Voilà, merci. Merci Delphine. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par 2 petits avertissements. Donc, comme vous l'avez deviné, je vais beaucoup parler de Twin Peaks. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas vu, le problème de Twin Peaks, c'est que c'est une mythologie très ambiguë. Et entre fans, on ne va pas forcément tous être d'accord, on n'a pas forcément compris tous les mêmes choses, on n'a pas toutes les réponses. Ce qui fait que si je devais vous mettre tout le contexte, ça me prendrait au moins 2 heures, 2 heures et demie. Donc, je vous donne le minimum d'informations pour que vous puissiez suivre. J'espère que ça suffira. N'hésitez pas à poser des questions après, bien sûr. Et le deuxième point, mon commissaire en a déjà parlé, c'est le fait que The Leftovers, c'est une série sur laquelle il est très très difficile de travailler. Parce qu'elle nous dit « you understand », mais pas toujours sûr qu'on understand. Moi, personnellement, ça fait... la saison 1, c'était quoi, 2014 ? Ça fait 6 ans qu'on a vu la saison 1 quasiment. Je suis toujours pas sûr de ce que je pense des Guilty Remnants. Je ne saurais toujours pas vous dire vraiment ce que je pense d'eux. Donc, ce dont je parle ici à propos de The Leftovers, c'est une sorte d'instantané de ma relation à The Leftovers en ce moment. Mais j'ai l'impression d'être un peu exégète de Schrödinger, où je suis d'accord et pas d'accord avec certaines choses en même temps. Donc ne vous étonnez pas si je suis en accord avec votre désaccord tout à l'heure. Voilà, je vais juste vous prévenir. Alors, au cours des 3 saisons de The Leftovers, il aura beaucoup été question des signes et de la manière de les interpréter. Or, durant l'été 2017, les premiers épisodes de la 3e saison de Twin Peaks ont été diffusés en même temps que les derniers épisodes de celle de The Leftovers. Et comme l'a relevé Paco, pour celles et ceux qui ont regardé les 2 séries, il a été difficile de ne pas voir, nous aussi, des signes un peu étranges, tant des parallèles troublants se sont manifestés entre elles. Il nous a été révélé que le fils d'un des personnages principaux était devenu policier, qu'un couple, on a vu un couple se retrouver sur fond d'une chanson d'Otis Redding, et ces parallèles se sont intensifiés dans le dernier épisode des 2 séries, qui fonctionnent presque de la même manière, comme une sorte d'épilogue, alors qu'un combat décisif semble avoir été mené dans l'anté-pénultième épisode. Le héros y a retrouvé une héroïne changée, portant un autre nom. Dans Twin Peaks, Laura a oublié son identité et se fait appeler Carrie Page. Là où dans The Leftovers, Nora choisit de se faire appeler Sarah, et c'est Kevin qui feint l'amnésie. Enfin, les 2 épisodes se seront conclus sur un retour à la maison, le retour qui nous est montré dans Twin Peaks, le retour de Laura à la vie de Twin Peaks, alors qu'il nous est raconté dans The Leftovers, c'est l'odyssée de Nora pour retrouver sa famille. Que faire alors face à ces signes ? Dans Lost, on nous aurait dit de ne pas confondre coïncidence et destin. Maintenant, avec Leftovers, il semble qu'on nous dise que tout est une question d'interprétation, comme le dit Kevin Senior. Moi, je ne me risquerai pas à tenter d'expliquer ces parallèles, mais j'y ai vu l'occasion de s'adonner à une étude comparative des 2 séries sur le thème qui m'a semblé le plus saillant dans ces 2 saisons, et ce thème, c'est celui du retour à la maison, le nostos. Cependant, pour mieux saisir l'importance du retour chez soi, il me semble judicieux d'étudier également au préalable ce qui nous en a écarté. Dans une précédente journée d'études, Paco Thielmont nous avait rappelé les mots de Queneau à propos de Bouvard et Pécuchet, selon lesquels toute grandeur est soit une Iliade, soit une Odyssée. Or, d'une certaine manière, Twin Peaks et The Leftovers sont les 2 à la fois. Il s'agit autant dans ces séries de faire une traversée que de retourner chez soi. Alors, les traversées qui vont m'intéresser, ce sont les plus radicales, c'est celles qui nous mènent d'un monde à un autre. Dans Twin Peaks, ce sont les scènes qui relèvent, dans lesquelles on pénètre dans la loge noire, représentée a priori sous la forme de la chambre rouge, en haut à gauche pour vous. Dans ce qui est probablement la maison du Fireman, donc un être un peu, comment décrire le Fireman, grand, qui a l'air un peu de surveiller le monde de Twin Peaks en tout cas.
Et encore, le monde dépeint dans le dernier épisode de la 3e saison, dont la nature reste encore incertaine, il lui a appelé le dernier monde par souci de clarté. On peut également inclure dans cette liste la séquence durant laquelle Mr. C visite l'endroit Above the Convenience Store et le Dutchman's. Dans The Leftovers, il s'agit du monde introduit dans International Assassin que Kevin Garvey visite 3 fois, et selon l'interprétation qu'on a de la série, du monde des départies qu'aurait visité Nora. Ça dépend si on croit Nora ou pas. Alors, dans Twin Peaks, la traversée s'effectue d'abord par les rêves. C'est le cas de Dale Cooper dans le 2e épisode de la série, durant la fameuse séquence de la chambre rouge. Laura Palmer semble également capable de voyager par les songes, c'est ce qu'elle fait, puisqu'elle a l'air de visiter l'endroit Above the Convenience Store dans Firewalk With Me. La réalité de la Loge Noire n'est affirmée que dans l'épisode final de la saison 2, quand Annie Blackburn, Windomer et Dale y pénètrent, et on y apprend que l'accès à la loge est conditionné à la conjonction de Jupiter et Saturne. Par la suite, les voyages ne se feront effectivement que dans le cadre de circonstances extrêmement précises. Dale Cooper ne peut quitter la loge que si son double maléfique y rentre, ou si un leurre, Dougie Jones, y rentre à sa place. Andy ne peut pénétrer dans la maison du Fireman qu'en suivant les instructions laissées par la Major Briggs, et Diane et Dale doivent respecter les instructions du Fireman pour accomplir leur traversée dans le dernier monde. Un dernier moyen de voyager, qui semble ne concerner que la chambre rouge, en tout cas dans la 3e saison, c'est de mourir en portant la bague Doll Cave. C'est ce que semble faire Laura à la fin de Firewalk With Me, c'est pour ça qu'elle atteindrait la chambre rouge en grand. Puis c'est ce que font Ray Monroe ou Mr. C dans The Return. Le seul endroit qui ne semble pas exiger de circonstances ou de méthodes particulières pour y accéder, c'est l'endroit Above the Convenience Store, puisque le doppelganger n'a pas l'air de s'y rendre à un moment particulier en faisant quelque chose de particulier. On peut supposer que c'est dû à son statut, puisque c'est un être qui vient de ces loges, de ces endroits qui viennent d'autres dimensions, ou alors c'est parce qu'il est escorté spontanément par un Wizman. Et en écho à ce duo qui rappelle Virgil et Dante, il faudra que Mike récite la fameuse incantation du magicien et accompagne Dale pour que celui-ci ait accès au Dutchman et puisse rencontrer Philip Jeffries. Dans The Leftovers, le déclenchement du voyage est à la fois plus simple et plus brutal que dans Twin Peaks, puisque seule la mort le rend possible. La nécessité du décès et d'une expérience de mort imminente pour permettre la traversée inscrit The Leftovers dans la continuité des œuvres post-Twin Peaks qui reprennent le motif de la chambre rouge, comme c'est le cas par exemple de L'Hôpital et ses fantômes, des Sopranos ou de Lost. Le fait qu'il soit question d'une destination unique, le monde des morts, explique que The Leftovers n'offre pas la pluralité de modes d'accès qu'on peut voir dans Twin Peaks. Là où les traversées de Kevin se distinguent, c'est plutôt dans les manières de mettre fin. Donc en tuant Patty, en chantant une chanson sur le retour à la maison, ou en détruisant le monde, tout simplement, sans qu'une explication ne soit donnée pour justifier de ce changement de méthode. Et c'est l'un des points les plus étranges de la représentation du monde des morts dans The Leftovers, c'est son inconstance. Dans International Assassin et Leviana, il est suggéré que Kevin n'est pas le seul capable d'effectuer cette traversée, puisque c'est d'ailleurs quelqu'un d'autre, Virgil, qui vient lui expliquer comment accéder à cet autre monde. On a donc envie d'en conclure que c'est un espace qui préexiste à Kevin. D'ailleurs, dans l'hôtel, on croise au moins 2 personnages qui ont l'air d'effectuer une mission similaire à celle de Kevin, l'infirmière qu'il croise à 2 reprises, et peut-être le prêtre qui prend l'ascenseur, puisque quand Kevin a le choix du costume qu'il peut prendre, il a un costume de prêtre. Le 3e voyage, celui de The Most Powerful Man in the World and His Identical Twin Brother, apporte un certain nombre de différences, dont la plus évidente, c'est le changement de décor, puisqu'on ne reverra pas à l'hôtel, on est maintenant dans la ville de Sydney. Alors que Kevin était jusque-là un voyageur parmi d'autres, lors du 3e voyage, le monde des morts semble s'être reconfiguré autour de lui, ainsi que de sa psyché, et dépend entièrement de ses choix. Il est devenu un macrocosme au service de son microcosme. Lors du visionnage de cet épisode, en fait, on ne sait pas très bien si on est face à une évolution du monde des morts qu'on avait vu jusque-là, peut-être un 3e monde qu'on ne connaissait pas, ou, si de manière peut-être plus prosaïque, une conséquence des changements que connaît la série entre chaque saison. Les autres mondes de Twin Peaks fonctionnent selon une incertitude spatiale, que ce soit la chambre rouge, le palais du Fireman ou l'endroit Above the Convenience Store. Il est impossible de véritablement se repérer dans ces espaces qui suivent leur propre règle. Pas vraiment tracer de plan en regardant les séquences dans lesquelles on voit ces mondes. Par contre, l'agencement spatial du monde de The Leftovers, s'il reste assez flou, semble suivre une certaine logique. On peut par exemple le traverser en voiture. Et c'est un point commun avec le dernier monde de Twin Peaks, puisque Dale Cooper pourra aussi se déplacer en voiture quand il ira chercher Calutage. Le traitement esthétique des autres mondes est assez différent dans les 2 séries. Dans Twin Peaks, les séquences originelles
qui prennent place dans la Chambre Rouge affirment leur différence avec le reste de la série grâce à un parti pris mémorable, celui de tourner les séquences à l'envers puis de les retourner à l'endroit. On notera également l'usage de lumière stroboscopique ou de focales un petit peu plus courtes que ce qu'on a l'habitude de voir dans la série. Par contre, les passages dans la Chambre Rouge de la 3e saison vont se faire un peu plus sobres et non en termes de découpage, plus de véritables différences avec le reste de The Return. D'ailleurs, ça s'étend aussi au traitement sonore, puisque la Chambre Rouge n'est plus accompagnée par les étranges nappes de contrebasse qui la caractérisaient jusque-là, mais au contraire par un silence assez pesant. Le ballet du Fireman est codé par l'usage du noir et blanc, à l'exception d'une scène, donc c'est celle qui est en bas à droite, où Dale Cooper rencontre Naido, qui se distingue par une teinte violette, une saturation des couleurs et des saccades volontaires dans le montage, ce qui est peut-être un indice pour dire que ce n'est pas le ballet du Fireman, mais peut-être un autre endroit. A l'inverse, rien ne distingue le dernier monde, si ce n'est une ambiance sonore encore plus sèche que le reste de The Return. On note ainsi l'absence totale de musique. Rien ne semble indiquer que Cooper ait pénétré dans un autre monde, tant l'esthétique se fait presque naturaliste, ce qui, compte tenu de l'esthétique décalée de Twin Peaks, crée justement un sentiment de malaise. C'est un endroit qui est beaucoup trop normal pour Twin Peaks. Sur ce point, on notera que là où la Chambre Rouge fonctionne comme une intensification des principes esthétiques des premières saisons, le dernier monde, lui, de manière symétrique, propose, lui, une version extrême de l'esthétique de The Return. Si Twin Peaks avait jusque-là été synonyme de suresthétisation, le dernier monde consiste en une déesthétisation de la série. Sur ce point, le plan du dernier épisode sur une station essence qui dure 1 minute 10, qui a une composition très plate, est assez violent pour un spectateur qui est habitué à l'esthétique travaillée de Twin Peaks. Donc les traversées entre les mondes dans cette série donnent lieu à une pluralité d'expériences formelles. A l'inverse, dans The Leftovers, il n'existe pas de différence formelle fondamentale entre les séquences dans le monde des morts et celles dans le monde réel. En accord avec le style visuel fixé définitivement à partir de la seconde saison, on note une alternance entre courtes et longues focales, un étalonnage appuyé, contraste fort, saturation des couleurs, faux grain numérique, et des mouvements de caméra quasi constants avec un usage appuyé de la caméra portée. Si le récit peut entretenir des doutes sur la réalité de l'expérience de Kevin, comme le suggèrent certains spectateurs, la mise en scène, par sa cohérence formelle avec ce qui précède les traversées, tend à suggérer que le monde des morts est bien réel. Une différence fondamentale entre les deux œuvres tient dans le comportement des protagonistes à l'intérieur de ces mondes. Dale Cooper a systématiquement un comportement passif d'observateur et de spectateur, même quand il va rentrer dans la loge avec une mission. À l'inverse, Kevin, lui, agit même très violemment, m'a dit, il tue beaucoup et finit même carrément par détruire le monde. Encore une fois, l'exception, c'est le dernier monde, dans lequel Cooper est plus actif, et s'il ne va pas jusqu'à tuer comme Kevin, il est plus sec et violent qu'à l'accoutumée. Surtout, il est devenu très taciturne, là où Cooper est traditionnellement quelqu'un d'excentrique et plutôt bavard. C'est un changement qui participe de nouveau à l'atmosphère anormale des dernières séquences de la série. C'est de la Chambre Rouge que découlent tous les autres mondes de Twin Peaks. Ils sont soit des variations sur ses propositions, c'est-à-dire que ce serait le cas de Dutchman, ou encore du ballet du Fireman, ou alors ils sont son antithèse, c'est le cas du dernier monde. La Chambre Rouge, c'est l'image clé de Twin Peaks, celle à laquelle on fait en général référence quand on veut évoquer la série. Dans mon texte pour l'ouvrage consacré à Twin Peaks dirigé par Sarah Hatchell, j'avais proposé une hypothèse pour expliquer la pérennité du motif de la Chambre Rouge. Je me cite. La Chambre Rouge incarnerait pour beaucoup de scénaristes une révolution formelle, la citer s'en inspirer, c'est se placer comme héritier des propositions de Lynch et Frost, et revendiquer la série télévisée comme une forme d'art. Ainsi, la Chambre Rouge apparaît comme la matrice des grandes séries des années 2000, parce qu'elle a élargi le champ des possibles de la narration sérielle. Ce que je rajouterai maintenant, c'est que l'apport de la Chambre Rouge, c'est d'entériner l'idée que dans une série, tout est permis, car l'identité d'une série ne se restreint pas à une formule, à une esthétique, à un rythme ou à une diégèse. Avec la Chambre Rouge, Twin Peaks peut laisser de côté ce qui jusque-là est identifié comme son identité, et pourtant rester Twin Peaks. Il s'agit moins de dire qu'une série n'a pas d'identité fixe, mais qu'elle peut en avoir plusieurs. La Chambre Rouge et les traversées ultérieures révèlent de nouvelles facettes de Twin Peaks. Et si c'est Lynch qui est à l'origine de cette Chambre Rouge, Mark Frost, le co-créateur de la série, en a très bien saisi l'importance, puisqu'il a pu dire « Ce fut crucial à plus d'un titre, nous entraînant vers d'autres expériences d'outre-monde, de nature à véritablement éclairer la série. » En ce sens, la poule aux œufs d'or que j'évoquais hier, ce serait peut-être moins Laura Palmer que la Chambre Rouge, qui fonctionne comme le symbole de l'infini potentiel narratif et formel des séries télévisées. Et c'est de cette manière que fonctionnent les premiers voyages de Kevin. En même temps qu'ils affirment la nature fantastique du récit de The Leftovers, ils élargissent le champ des possibles de la série. Pourtant, encore une fois,
Le constat est différent au sujet des traversées de la dernière saison. En resserrant les enjeux uniquement sur Kevin, qui finit même carrément par se tuer lui-même, l'avant-dernier épisode ne permet pas à la série de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, on pourrait dire au contraire qu'il l'asphyxie. L'épisode est symptomatique du constat sur les séries que Malcolm Tiernan décèle dans la 3e saison. Il compare celle-ci à la sortie de l'album John Lennon, Plastic Ono Band. Je cite « La saison 3 de The Leftovers présente une crise de cet ordre. Au beau milieu de la profusion exceptionnelle de chefs-d'œuvre en série, elle apparaît comme l'expression d'un grand moment de doute et donc de repli sur l'illusion de la vie ordinaire. Une crise d'ailleurs dont on ne s'est pas totalement remis depuis. » Donc, « The most powerful man in the world and his identical twin brother » se conclut alors naturellement sur la destruction totale du monde des morts. Le potentiel des séries télévisées est remis en doute. En conséquence, la dernière traversée, celle de Nora, ne sera pas montrée mais racontée, et surtout sa réalité est incertaine. Le fait même qu'on puisse la remettre en question est un désaveu du fonctionnement originel de la Chambre Rouge. Le récit de Nora, c'est comme une porte qui se referme. Après la destruction du monde des morts, Kevin Senior pose la question « Et maintenant ?» Maintenant, puisqu'il n'y a plus nulle part où aller, il est temps de rentrer à la maison. Mark Frost l'a souligné, à propos de The Return, s'il y a une ligne narrative qui traverse la saison, c'est quelque chose d'homérique, c'est l'Odyssée, un personnage qui rentre chez lui. C'est pour cela que Showtime a trouvé que le sous-titre The Return fonctionnait de plusieurs manières. C'est le voyage de Cooper et c'est ce qui nous a intéressés. Le retour de Dale Cooper à Twin Peaks, retour qui passe d'abord par le recouvrement de son identité, c'est bien l'arc central de Twin Peaks The Return. Mais ce n'est qu'un retour parmi 3. Le second, c'est celui de Laura Palmer à Twin Peaks, également, plus précisément au foyer familial. À l'inverse de Dale, celui-ci se conclut par le retour de Laura à son identité première. Le dernier retour, et dont les étapes se confondent avec celle des retours de Cooper et de Laura, c'est celui du public à la série des premières saisons. Il est souligné par la musique d'Angelo Badalamenti, c'est d'ailleurs le thème du générique qui vient ponctuer le retour lui-même de Dale Cooper et fait croire au public qu'il revient enfin à la série de ses souvenirs. Pourtant, ce dernier retour n'est jamais vraiment achevé. Pourquoi ? Twin Peaks est le projet de la révélation du mal derrière sa façade, l'annonce d'une dualité jusque dans le titre de la série. C'est une question qui préoccupait déjà Lynch dans Blue Velvet, où un travelling venait révéler les insectes grouillants sous le gazon impeccable d'une banlieue américaine. En ouvrant son générique sur un oiseau, là où il s'agissait d'une des dernières images de Blue Velvet, Twin Peaks annonce qu'elle commence là où Blue Velvet s'arrête, qu'elle va s'enfoncer plus profondément dans ce qui est caché en Amérique. Twin Peaks dévoile un monde sordide, comme revers de son décor bourgeois, prostitution adolescente, drogue, inceste, un monde où les notables sont des prédateurs sexuels, c'est le cas de Leland, c'est le cas de Ben aussi, un monde de complot et de meurtre. Comme Laura doit voir son père derrière Bob, même si c'est pour en mourir, Twin Peaks enjoint au spectateur de voir là où se cache le mal, même si pour cela, il faut sacrifier la vision idéalisée d'un monde qui ne serait que cherry pie and coffee. La saison 3, en se faisant le récit d'un Nostos contrarié, n'aura d'ailleurs jamais cessé de signifier à son public l'impossibilité d'un retour au Twin Peaks de ses souvenirs. Et c'est ce que montre le retour de Laura dans la dernière séquence de The Return. Le retour chez soi permet à Twin Peaks un retour à son thème premier, son thème originel, qui guidait la série même avant que son secret central ne soit révélé, et ce thème c'est l'inceste. Celui-ci est incarné par l'enfer domestique que constitue la maison des Palmer, un foyer où père et mère sont coupables, le père par action, la mère par omission ou par inaction, et assimilé aux entités ténébreuses, Bob et Judy. Le traumatisme de Laura s'exprime enfin par son cri qui annonce qu'elle se souvient de qui elle est et de ce qu'elle a vécu. Le cri de Laura affirme la souffrance qui découle de cette anamnèse et en fait une arme puisqu'il permet d'éteindre les lumières de la maison. Si les traversées vers d'autres mondes auront permis d'explorer d'autres identités, le retour à la maison est un retour vers l'identité originelle de Twin Peaks. Comme Twin Peaks, The Leftovers aura utilisé sa bande-son pour annoncer le thème du Nostos, par le morceau de Simon & Garfunkel, que chante Kevin bien sûr, mais également par le Va Pensiero tiré du Nabucco de Verdi, qui résonne dans le monde des morts et qui, comme Homeward Bound, n'est que nostalgie pour la terre natale, chanté ici par les Hébreux captifs à Babylone. Je vous cite. « Va penser sur tes ailes dorées, va pose-toi sur les pentes, sur les collines, où embaument tièdes et suaves les douces brises du sol natal. Salut les rives du Jourdain, les tours abattues de Sion, ô ma patrie si belle et perdue, ô souvenirs si chers et funestes. » Les 2 premières saisons de The Leftovers s'achèvent sur le retour de Kevin dans son foyer. S'il semble à chaque fois espérer plus que tout ce retour et la reconstitution de sa cellule familiale, il s'acharne pourtant à fuir ses proches dans les saisons qui suivent, en particulier dans la 3e, où il va jusqu'à s'enfuir dans le monde des morts. Cependant, ce sont les retours de Nora qui vont m'intéresser. Ils sont 2 dans le dernier épisode. Le premier, c'est celui qu'elle raconte à Kevin, et le second, que sous-entend l'acceptation par Kevin de son récit, c'est son retour auprès de lui et la reconstitution de leur foyer.
La nouvelle Wakefield de Nathaniel Hawthorne est une des grandes œuvres américaines sur le départ et le retour chez soi. Celle-ci raconte l'histoire d'un homme ordinaire, voire même d'un homme médiocre, qui décide sur un coup de tête de quitter sa femme sans la prévenir. Il loue un appartement dans leur quartier, puis, à l'aide d'un déguisement, commence à observer la vie de son épouse dans son absence. S'il réalise à quel point son comportement est insensé, il ne parvient pas à y mettre fin. La mascarade dure 20 ans. Finalement, Wakefield, qu'une pluie battante oblige à s'abriter sous son vieux Porsche, décide de rentrer chez lui. La nouvelle se conclut avec Wakefield passant le pas de la porte, mais ne me révèle pas les conséquences de son retour. On ne saura pas, par exemple, comment il explique son comportement à sa femme. Le dernier épisode de The Leftovers rejoue 2 éléments de cette nouvelle. D'abord, le personnage en spectateur étranger de sa propre famille, quand Nora explique avoir observé son mari et ses enfants, sans être venue à leur rencontre. Ensuite, l'exil forcé de Nora sous l'alias Sarah, qui fait écho à celui de Wakefield. À l'inverse de la nouvelle d'Hawthorne, The Leftovers laisse Nora justifier son exil, et cette justification est, selon toute vraisemblance, un mensonge destiné à baiser Kevin, comme le montrait Sarah Rachel, et pas comme Thierry. En faisant du mensonge ce qui permet à Nora de reconstituer son couple, et donc figurativement de conclure son ostos, The Leftovers met en exergue l'idée d'une fiction réparatrice, mais déceptive. En revanche, Twin Peaks s'achève, elle, sur le refus de 2 mensonges. En premier lieu, celui de la fausse identité de Laura, Carrie Page, et ensuite celui d'une fiction confortable, celle qu'attendaient les nostalgiques des 2 premières saisons. Le terme nostalgie est formé de nostos et de algos, souffrance ou douleur, la douleur du nostos, du retour à la maison, le mal du pays. Le nostos de The Return est douloureux parce qu'il affirme définitivement l'impasse que constitue la nostalgie pour l'ancien Twin Peaks. En montrant la vérité du trauma de Laura, le retour à la maison révèle la famille Palmer comme une illusion néfaste, en même temps qu'elle confirme le vrai visage de la ville, celui aperçu dans Firewalk With Me, pas celui des premiers épisodes. Le retour à la maison de Twin Peaks, c'est paradoxalement l'affirmation d'un nostos impossible, car pour Laura comme pour les Guilty Remnants, there is no family. Une série comme The Whale a vigoureusement affirmé « Une fiction ne saurait être un mensonge, une fiction dit toujours vrai ». Son annulation et la réception enthousiaste du dernier épisode de The Leftovers en disent long sur notre rapport actuel à la fiction. The Leftovers s'est conclu en présentant la fiction comme un fragile pansement à apposer sur le chaos du monde contemporain. Twin Peaks, au contraire, a ouvert nos plaies. Twin Peaks propose une fiction qui ne cesse jamais de nous hanter, la fiction en tant que trauma et le trauma en tant qu'arme. Des signes nous ont fait confronter ces 2 séries, et si on a pu constater des différences, elles nous amènent pourtant à la même conclusion. Sans vraiment le vouloir, The Leftovers nous aura finalement aidé à comprendre ce qu'on refusait peut-être de s'avouer, et que Twin Peaks a confirmé dans un cri déchirant. Paradoxalement, ce cri est celui d'une homecoming queen qui nous dit « You understand, vous comprenez, on ne rentre jamais à la maison ». Merci. On va prendre quelques questions et puis ensuite on ira faire une mini pause café et on continuera parce qu'on a un peu chamboulé notre planning du coup, c'est soucis techniques. Je vous propose de laisser la parole à la salle pour des questions à Poliac. Oui. Alors, moi, c'est peut-être un peu de manière assez simple, mais c'est un peu ce qui m'a donné envie de travailler sur la question du nostos, parce que le dernier plan, il nous permet de voir les oiseaux qui rentrent, juste après qu'on ait eu le récit de Nora. Donc moi, c'était vraiment un écho entre leurs 2 retours, et donc ça m'a guidé sur la question du retour à la maison, et sur l'idée que Leftovers nous montre un retour à la maison aussi, mais qui se base sur un mensonge, là où Twin Peaks nous dit que c'est impossible de rentrer dans cette maison. Justement, encore une fois, le doute. Parce que The Leftovers se termine sur une très belle image, sur le plan esthétique, en mais ça nous donne l'impression que c'est la fin du début de ces
c'est la colombe qui a fusé la Terre et qui, après l'Apocalypse, nous a dit que nouvelle ère possible, etc. Encore une fois, ça vient nier, on n'est pas à la fin du début, on est au début de la période apocalyptique. Je crois que ça exclut pour moi. C'est pas du tout le soleil, c'est un renouveau. À la fin, et puis, ces oiseaux, rappelez-moi, sont des pigeons voyageurs qui portent des messages, des colombes qui portent des messages, n'est-ce pas? Donc, et qui, en fait, c'est une espèce de petit truc qu'ils ont pour le mariage. C'est pour ça que j'ai été pour moi, c'était le signe le discours de Mourad. Ouais. Parce que justement, elle attend justement le retour, parce que s'ils ne revenaient pas les oiseaux, c'est qu'effectivement, ils allaient porter les messages. Alors que c'est en fait, c'est juste un peu pour le mariage. Donc, moi, je l'ai comme ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'image qui est derrière des fonctions d'image extrêmement importantes sur les Jésus. Alors, en fait, ce que ça veut dire, c'est que, oui, ça veut dire que la femme peut continuer à jouer perpétuellement, puisque les humains continuent à croire. C'est une image que les hommes et les femmes se racontent que les messages vont tomber dans les monde, alors en réalité, les messages vont revenir chez elle les a dans un espèce de pot, les messages, comme les trucs qui sont envoyés dans la Dharma Station. Tout à fait. Les messages qu'on retrouve en Belgique. C'est ça, il y a un tas là énorme. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est un leurre, ce truc-là, quoi. C'est une imposture, en fait. Et même juste, dans le même épisode, quand elle va avoir sa bonne sœur, il y a un homme qui sort de l'écoute, donc en fait, c'est une bonne sœur qui supposait avoir fait, je sais pas quoi, un peu de chasteté, en réalité, qui reçoit un mec qui l'aide le soir, etc. Et la personne qui n'a rien vu, c'est pas vrai, raconte-toi ce que tu veux. Donc, pour ce mot, c'est partout, le mensonge est partout, de toute façon, les gens, c'est ça qui fonctionne. Ça fait du bien, voilà. Ça fait du bien. Donc, c'est ça, en fait, qui a à vomir. En gros, c'est que ça nous dit, enfin, ça a à vomir. C'est génial, en même temps, c'est un chef-d'œuvre aussi. Mais ça nous raconte quelque chose qui est assez déplaisant, qui est qu'on préfère se raconter des histoires. Mais on préfère se raconter des histoires. C'est rassurant de se raconter des histoires, c'est un peu rassurant. Et c'est ça qui est malheureusement, c'est sûr que les gens. Juste la beauté sur le plan formel de ce dernier plan, au lieu de voir ce qu'on a vécu. Et en ce sens, il y a un truc, oui, bien sûr, qui est cohérent et en même temps qui est en contraste avec la fin de Twin Peaks, qui est cette fin tellement pas rassurante, avec Cooper perdu et Laura qui hurle, et ce truc, cette fin brutale, sur un cri. Or, on pourrait dire le happy end, il est là, paradoxalement. Oui, mais elle s'est réveillée. Et tu citais dans une lumière, là, clairement, David Lynch, dans ce livre, ne donne pas aux spectateurs ce qu'ils veulent, il donne ce dont ils ont besoin. Voilà. Exactement. C'est le film saison 3, l'espèce de, comment dire, archétype absolu de l'antifan service. Le truc genre, vous voulez quelque chose, vous l'aurez pas, vous voulez quand même, vous l'aurez toujours pas. Vous le voulez vraiment? Attendez. Vous l'avez pas? C'est ça. C'est terrible, mais c'est tellement juste comme manière d'agir. Disons que ça rejoint un point commun qu'ils ont, comme qu'a Leftovers, qu'a Twin Peaks, que peut avoir les séries comme VOA, etc. C'est sur l'idée de, si on fait une fiction, alors il faut vraiment qu'elle soit à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un prend le temps de faire une fiction, ça doit être une expérience importante dans sa vie, ça doit être quelque chose de capital. Ce sera un enjeu. Pas le faire 6 ans, Exactement. On avait prévu des questions après deux interventions. Oui, là, on est en train de prendre un peu. Ouais, mais c'était pour pouvoir faire la pause avant qu'il soit midi. D'accord. Ah, d'accord. Ok, j'écoute. Donc la pause et après on C'est ça, on va avoir les trois. Je suis désolée, on a fait comme on a pu. Donc je vous propose de faire une petite pause, on a du café, des petites viennoiseries. Et puis on va...